Bijorka, il a un rôle à jouer, il a une grande histoire qui suit l'histoire de la joaillerie et du bijou et de la filière bijoux française. Aujourd'hui, effectivement, le projet, c'est de lui redonner ses lettres de noblesse. Donc, c'est une mission qu'on s'est donnée. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Sylvie Pourrat, la directrice de Bijorka. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Ma petite question gimmick d'entrée, quel est ton plus joli souvenir de bijoux ? Je pense que c'est quand j'étais petite, j'avais ma grand-mère qui faisait des chapelets dans les campagnes d'où je viens. Faisait des chapelets à domicile. Ma grand-mère faisait des chapelets et je me souviens de ces perles en cristal, de ces fils d'or, voilà, qu'elle chapelait d'une main de maître. Et en fait, c'est mes premiers souvenirs de bijoux parce que j'étais petite. On va parler du Bijorka. Moi, je me souviens du Bijorka de 1980, on va pas dire fort, 1980, qui prenait non pas un hall, mais tout le parc de Versailles. Alors, est-ce que ton idée, ton défi, c'est que le Bijorka redevienne le monde des bijoux et de la joaillerie à Paris ? Alors moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Tu as de la chance d'avoir connu cette immense place du bijou en France et à Paris il y a bien longtemps. Aujourd'hui, effectivement, le projet, c'est de lui redonner ses lettres de noblesse. Bijorka, il a un rôle à jouer. Il n'est pas là par hasard. Il n'a jamais été là par hasard. Il a une grande histoire qui suit l'histoire de la joaillerie et du bijou et de la filière bijoux française. On a ça, on a cette chance-là d'avoir une filière en France et Bijorka en est le reflet. Le projet pour Bijorka, c'est juste effectivement de redevenir le salon professionnel qu'il a toujours été usage d'être. Et pour ça, on travaille fort. Donc Bijorka, si je me souviens bien, on m'avait appris que ça voulait dire bijouterie, joaillerie, horlogerie, cadeau, et que dans cadeau, il y avait les arts de la table, donc Christophe par exemple. Est-ce que tu as des innovations dans cette édition qui vont dans ce sens ? Alors la partie cadeau, art de la table, nous ne l'avons pas. Alors quand je parle de reconstruction, effectivement l'intention c'est de réillustrer tous ces secteurs qui sont les fondations même du salon Bijorka. On abordera très vite l'horlogerie. Pour la joaillerie, nous avons créé il y a 5 saisons l'espace Brillante, qui est un espace de vitrine avec des collections plus précieuses, pour donner du relief à ce segment de marché et pour inciter effectivement des marques un petit peu plus établies à prendre des stands. Donc du coup, on y va step by step. On n'a pas d'autre choix que d'y aller step by step. Le marché, il est fait comme ça actuellement. Faisons nos preuves et ensuite, nous serons suivis par les marques. Donc nous travaillons dur pour effectivement recalibrer, redonner une place à la joaillerie aux précieux au cœur de Bijorka. Alors Brillante, c'est un espace de vitrine, de joaillerie et de pièces uniques, aussi de pièces de savoir-faire. Donc effectivement, nous avons eu au départ un espace créateur pour plutôt des jeunes créateurs à qui on voulait donner du relief sur un segment un peu exclusif, mais c'était pas totalement de la joaillerie. Là aujourd'hui, notre sélection, elle converge vraiment vers des pièces précieuses. Elle est en construction pour la session du mois de janvier. On tente des choses. Il y aura à peu près une dizaine de collections encore pour la 5e édition, et c'est surtout un espace scénographié au cœur du salon. On ne peut pas le louper quand on vient. Il est scénographié, il est beau. Et effectivement, les marques, elles se répondent aussi les unes avec les autres parce qu'elles touchent finalement les mêmes acheteurs. Donc, c'est, je dirais, une sélection un peu clé en main pour un acheteur de HBJO.
Donc pour mettre en valeur et pour que ça se voit, on fait le choix de la scénographie. Il sera au cœur de Bijorka, à côté de l'espace central, avec une scénographie, je le redis, qui est particulière, qui est adaptée à leurs besoins. Qui dit précieux, qui dit joaillerie, dit sécurité aussi. Nous avons des vitrines sécurisées, c'est fait pour. C'est très sélectif, 20, 30, 40 pièces dans les vitrines, pas plus, voire moins parfois. Ça donne un mood board très cohérent. Et la scénographie donne le relief. Donc, il se voit, là, le fait d'avoir scénographié l'espace brillante, ça donne effectivement la tonalité de notre stratégie. Le fait d'avoir un espace scénographié, identifié, sélectionné, ça nous permet bien sûr d'avoir des éléments de langage pour communiquer plus précisément derrière. On peut illustrer le propos, ça c'est hyper important, puisqu'effectivement, quand on fait des brochures, quand on fait des plaquettes, on peut donner des rendez-vous et faire un parcours visite. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au mois de septembre très fortement. On a pris les acheteurs par la main et on leur a montré ce que c'était Brillante. C'est ça aussi notre rôle, c'est de faire ce lien-là. Donc, avoir un lieu un peu identifié, ça facilite énormément le parcours client. L'idée d'avoir effectivement des supports de com, ça fait partie de WSN dans sa grande dimension. On essaie toujours d'avoir des éléments de mémoire à conserver dans son sac. Cette saison, on prépare un petit carnet qu'on offrira. Ça va être ça, notre cadeau cette saison. Le Bijorka fait partie des salons WSN. Alors, tu nous racontes un peu, parce que moi, j'étais un peu perdue. Alors, le Bijorka n'est pas la propriété du groupe WSN. Le Bijorka est la propriété de Bossy, le syndicat du bijouterie fantaisie. Il se trouve qu'en 2020, après le Covid, Bossy et Bijorka donc ont perdu leur opérateur. WSN a postulé pour devenir l'opérateur de Bijorka. On a eu cette chance inouïe qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous disent OK. Ça s'est pas fait en une seule fois, mais en tout cas, ils nous ont dit OK et on en est très fiers. Pourquoi WSN a postulé ? Parce que j'ai une grande conviction, c'est que la filière, il faut la sauver. En tout cas, il faut la maintenir en vie. J'ai jamais oublié que nous avions aussi, j'ai 27 ans d'expérience dans le domaine des salons et de l'événementiel. Je me souviens du MIDEC, le salon de la chaussure, et du salon de la maroquinerie. Et en 2009, ces deux salons ont disparu, l'un après l'autre. Et aujourd'hui, la filière chaussure en France, elle n'est pas au mieux de sa forme, je dirais. On a perdu énormément de parts de marché. Elle existe, bien sûr, et on en est très fiers, mais c'est beaucoup moins simple qu'il y a 20 ans. J'avais vraiment la conviction qu'il fallait sauver la filière du bijou. Donc, c'est une mission qu'on s'est donnée. C'est pas simplement se faire plaisir et dire on va vendre du stand, pas du tout. C'est de se dire on a un rôle à jouer, on va le jouer, ce rôle-là. C'est toute l'énergie que je donne à ce salon pour dire ok, on doit jouer un rôle. Ce rôle, il est à minima français, à minima européen et peut-être international, qui sait. L'ambition, elle est là. Mais effectivement, aujourd'hui, nos cousins germains, c'est l'Inorganta à Munich, c'est le Milano Fashion Jewels à Milan, c'est Vicenza Oro à Vicenza. Et aujourd'hui, Bijorka, ma posture, c'est de le mettre au niveau de ces gens-là et de concourir dans la même cour. Et donc, quand tu me poses la question de dans la sphère WSN, il y a Bijorka, oui, WSN est opérateur du salon Bijorka. WSN est propriétaire de 2 entités fortes que sont Première Classe et Who's Next. D'autres entités sont nées depuis, Matter & Shape, etc., DRP. Mais concernant Bijorka, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes opérateurs. Donc, nous travaillons de concert avec la Bossy pour effectivement créer et faire perdurer ce salon Bijorka de la meilleure manière. Au-delà de la Bossy, est-ce que vous avez des rapports avec l'UBH et surtout l'UFBGOP ? Je dirais, moi, pas encore de manière sérieuse et aboutie. Nous y travaillons. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as raison, c'est le maillage qui compte. Je pense qu'il faut, je dirais, prêcher d'une même voix, d'une même parole. On a peaufiné effectivement nos relations avec France Éclat. Bossy, bien sûr, le sont peut-être un petit peu plus que moi, mais à la limite, c'est dans leur périmètre, je dirais. Nous avons, je dirais, des moments d'échange, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je sais que l'année passée, sur l'espace Brillante, il y avait pas mal de créateurs qui faisaient partie du programme Émergence de France Éclat. Oui, tout à fait. France Éclat nous a, en quelque sorte, sponsorisé l'espace, a été partenaire de cet espace Brillante. Il l'est toujours d'ailleurs. Et effectivement, il a débloqué une aide financière pour les jeunes marques, selon des conditions et des critères de sélection, bien évidemment, pour aider les marques à exposer sur nos salons français, ce qui est super. Ce qui te donne donc une double accroche. 1, ce sont des créateurs, Oui. et 2, ce sont de la joaillerie.
Exactement, c'est une double accroche. On a cette chance, hein, d'avoir, je dirais un maillage, de fédérations et d'institutions, qui sont généreuses avec les marques et qui permettent à nos marques d'exporter à l'étranger et nous, notre leitmotiv, c'est de dire: «Oui, n'oubliez surtout pas que Paris peut être aussi une place internationale». Les étrangers viennent aussi à Paris. Paris n'est pas une place française, c'est un salon international, Bijorka, Who's Next aussi, Première Classe aussi. Nous vendons à l'international. C'est très bien que France Éclat ait entendu ce message et en est convenu. Et ça, c'est une chance inouïe. Et je tiens à les remercier d'ailleurs pour cette confiance. Quand tu as découvert le Bijorka pour la première fois, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, c'est une très bonne question. Je suis arrivée dans cette société en 99 et je pense qu'en janvier 2000, mon premier Bijorka, je l'ai visité. Ça fait 25, 26 ans. Mais j'ai le souvenir d'un salon où il avait fallu 2 jours pour le visiter. Des gros stands où j'osais à peine rentrer dessus, c'était des vraies boutiques. Donc ouais, Bijorka, c'était une institution. Je me suis dit, comme toute personne qui aime le bijou, waouh, waouh, parce que c'est ce qui est magique, c'est que le bijou, il a un impact. C'est un objet désirable, c'est un objet dans lequel on se projette, c'est un objet qui est totalement permanent. On aime le bijou. Je me souviens effectivement d'un grand waouh effect. J'ai des images en tête et ça fait quand même 26 ans. C'est drôle, j'ai pas les images de tous les salons que j'ai visités, mais celui-là, ouais, je m'en souviens. On est encore en 2025, Ouais. c'est-à-dire que c'est encore le centenaire de l'art déco. Donc, le premier salon où la joaillerie et la mode se sont épousées, c'était justement il y a 100 ans. Est-ce que aujourd'hui, il faut continuer dans le sens où le bijou est multiple? Il y a effectivement le bijou de mode, il y a la joaillerie, la haute joaillerie, le bijou d'artiste. Tout ça, ce sont des bijoux qui sont différents. Et est-ce que le Bijorka, l'idée, c'est de rassembler tout ça? Ou est-ce que c'est de prendre de la distance avec la mode, puisque quelque part, au fil du temps, la mode a mangé le bijou? Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de critères qui sont abolis aujourd'hui. Les critères de tendance et de mode, c'est pas forcément ce que l'on va retenir en premier dans une stratégie. Je parle de stratégie, hein, véritablement, sur Bijorka, parce que je pense que tous nos événements sont en mutation, parce que le marché est en mutation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit extraire d'un salon? Je pense qu'il faut extraire un ADN, il faut extraire une légitimité, il faut extraire sans doute de l'expérience, il faut extraire une personnalité. Moi, je n'arrête pas de dire que finalement, Bijorka, c'est un personae. Il doit prendre la parole à la manière d'une personne via nos sélections, via nos stratégies, via les programmes de talk, parce que notre public, c'est ça qui demande. Donc, oui, l'histoire, elle porte le salon. Et oui, on doit être fier de l'histoire aussi. Il faut pas avoir peur de ce qui s'est passé, de ce qui a été fort, et cetera. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que parmi les questions qui sont posées par les consommateurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de connaître un petit peu l'envers du décor, le côté coulisses, le côté tout ça vient. S'intéresse beaucoup à ça aussi sur WSN, hein, l'amont. Et donc, à un moment donné, c'est hyper important de se rappeler d'où on vient, de recontextualiser les choses. Donc, c'était effectivement l'anniversaire du centenaire de l'Art déco en 2025. Ça remet aussi le contexte de notre propre sélection en question quand on sait ce qui a été fait il y a 100 ans et quand on voit parfois des choses circuler sous l'égide de l'Art déco et voir à quoi ça ressemble, on dit: «Bah, attends, non, non, bah, là, ça a été fait 1000 fois» et c'est ça aussi notre métier, c'est l'histoire des choses. C'est se rappeler d'où les marques viennent et nous, on est là peut-être pour le raconter visiblement ou sous forme d'expérience à notre public d'acheteurs aujourd'hui. Mais moi, j'y tiens beaucoup à l'histoire. À côté de Bibriante, qui est le nouveau espace déterminé joaillerie, tu as aussi un espace pour les fournisseurs. Tout à fait. Nous avons l'espace Element dans Bijorka. C'est l'espace effectivement des fournisseurs. On y trouve de l'approvisionnement en pierre. Nous avons les métiers, certains techniciens qui viennent effectivement justement via le pavillon Yama de la Bossie. On a eu des écoles. Boulle a été partenaire. On a le Greta. Donc on a aussi cet aspect filière, hein, de l'apprentissage qui est très prédominant sur ce salon. Et puis des services et des solutions. La dernière fois, nous avions quelqu'un qui faisait effectivement les photos en 3D pour pouvoir aider les marques et les sociétés à mettre mieux en scène leurs produits sur le net, sur le digital. Au début, on se dit: «OK, bah, alors, attends, Element, l'approvisionnement, tiens, qu'est-ce que ça vient faire dans le produit fini?» Mais c'est toute sa force. Parce que Element attire des marques qui, certes, n'exposent pas sur le salon à côté, mais finalement, elles viennent visiter. C'est devenu un rendez-vous. Et moi, je vois des très jolies marques sillonner les allées d'Element à chaque saison. Ces marques-là ne sont pas exposantes Bijorka, mais je suis très contente de les accueillir sur un salon comme Bijorka parce que c'est des marques qui sont référentes sur le marché.
Et alors, quel est le défi de ce Element? Est-ce que c'est l'IA, le retail, la traçabilité Et c'est un peu tout ça, mon capitaine. La filière du minéral, par exemple, se pose énormément de questions, bien sûr sur la sustainability, sur le social, et cetera, et donc nous, on doit s'en faire le relais, bien sûr. Je pense que, de la même manière que Bijorka doit être un personnage qui peut avoir une posture sur le produit fini, Element peut avoir aussi une posture sur l'approvisionnement, sur les métiers, sur l'apprentissage. On a un rôle à jouer, encore une fois. Je le redis, hein, Bijorka, c'est une mission de garder une filière, on va dire, visible. Donc effectivement, Element a cette même mission sur son secteur et son segment de marché qui est l'approvisionnement et la technicité, de montrer ce qu'il y a de mieux, d'informer, de donner un peu l'envers du décor. Et ça plaît. Autre point brûlant, comment on fait venir des acheteurs? C'est une très bonne question. On est en plein dedans, je te dirais. Donc, quand on a repris Bijorka, si je recontextualise un petit peu, c'est les 50 histoires, nous avons de suite et de manière assez directe décidé de le mettre à côté de Who's Next. C'était un vrai pari, hein. Ce qui s'est passé, c'est que l'énergie de Who's Next a infusé Bijorka. Who's Next, c'est particulier. C'est de l'énergie scénographique. C'est un programme de festivités pendant 3-4 jours. C'est des momentum dans Who's Next où effectivement les gens se rassemblent et vivent des expériences ensemble. C'est des talks, c'est les soirées Who's Next, c'est des soirées qui sont authentiques. Ça fait 30 ans que ça dure et que on ne dément pas ça. Et c'est une communication qui est créative. On change le logo chaque saison, donc on prend des risques. C'est un start from scratch à chaque saison. C'est pour ça que dans notre ADN, on sait comment changer de hall à la porte de Versailles. On a toujours été cette agilité et on a appris à travailler comme ça sur Who's Next et Première Classe. Donc du coup, on a impulsé ça à Bijorka qui était plutôt de manière un peu de nature statique. Et donc, on a bousculé un tout petit peu leur périmètre en changeant leur logo, en y mettant une couleur Who's Next, en les invitant à nos soirées. On les a un peu débridés. Je le dis gentiment, vraiment. Et du coup, on les a fait appartenir à cette grande communauté Who's Next. Et ça s'est fait en un clin d'œil, ça. Les exposants du salon Bijorka, que ça soit de Bijorka Collection ou Bijorka Element, se sont sentis infusés de cette énergie très, très vite. Et ils y ont pris goût. Et tout de suite, ils s'y sont sentis bien. Et ça n'a pas non plus offensé les gens de Who's Next Bijoux qui étaient à côté et qui n'ont pas vu l'arrivée de Bijorka par le mauvais œil. Il n'y a pas eu de résistance ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on arrive à avoir un pool bijoux au cœur de Who's Next, finalement, à côté, qui effectivement a du sens. Et j'en arrive à nos acheteurs, donc voilà, qui est la question. Les acheteurs de mode, qui sont les acheteurs de Who's Next, sont naturellement allés vers Bijorka. Donc, notre première étape, je dirais, elle a été de redorer le blason de Bijorka au travers d'un visitorat plus Who's Next, entre guillemets, dans mon vocabulaire, plus mode, je dirais. Ça a fonctionné. Je pense notamment à des gens comme Laval, si j'ai le droit de citer certaines marques, qui me disent, mais finalement, Sylvie, je ne donnerai pas le pourcentage de plus, mais on touche la mode aujourd'hui, alors qu'on ne touchait pas la mode sur Bijorka avant. Donc, l'infusion, dans ce sens, est passée. Maintenant, il faut qu'on s'adresse aux HBJO, qui sont le corps du métier, effectivement, de Bijorka. Et dans la stratégie que j'ai énoncée en préambule, en se disant, Bijorka doit redevenir, je dirais, une place centrale pour le bijou, la joaillerie et tous ces bijoux contemporains sans doute, etc., l'horlogerie. Là, il faut qu'on parle au HBJO. Donc là, nous sommes en train de mener une vraie mission de défrichage et de référencement de toutes ces HBJO, notamment sur le territoire français en premier, mais pas que, et d'aller à leur devant. On est en train de faire ça pour les prendre par la main. On en prendra 20 peut-être pour la première fois, 100 pour la deuxième fois, 200 pour la troisième fois. C'est la manière de Who's Next de faire du matchmaking et d'apporter le client au bon endroit. Si tu veux, dans ma tête, quand tu as un client mode, c'est un client naturel du bijou aujourd'hui. Sauf que ça limite. Je te donne un exemple. Je vais dans ma petite boutique et je m'achète un jean, un pull. J'ai envie d'un petit bijou pour aller avec. Je veux vouloir un bijou moins cher que la fringue que je viens d'acheter. Parce que le bijou, je vais le considérer comme un accessoire. Mais si je parle de la joaillerie, j'arrive à autre chose parce que le prix de la joaillerie, vu le prix de l'or et des matériaux, si tu veux, c'est quand même plus cher que mon jean. Et donc là, faudrait, j'allais dire, presque faire l'inverse. Donc c'est pour ça, en 1925, quand la mode a coexisté avec le bijou, on était sur la haute couture qui coexistait avec la haute jo.
Bien sûr. Je crois profondément que cette segmentation, qui est une segmentation par le prix, très simplement, elle existe encore aujourd'hui. Tout à fait. Elle existe encore. C'est évident. Maintenant, j'attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul type d'acheteur. D'accord? La mode, elle a effectivement ses préceptes. C'est un mélange, tu as raison, sans doute le textile est prédominant dans les boutiques de mode et que le bijou, il devient, c'est un accessoire qui se vend, voilà, et tu as raison de dire peut-être moins cher ou pas que, mais en tout cas, il ne va pas donner la vitrine, je dirais, escomptée à Bijorka dans sa globalité. Mais ce ne sont pas nos seuls acheteurs. Nous avons des délégations internationales qui recherchent aussi des opportunités de business. Je pense à des Coréens, bon, on a eu beaucoup de Middle East ces dernières fois. Je veux dire, à un moment donné, ils ont un œil avisé sur, je dirais, des territoires de marché dans leur globalité. On a quand même tout, je pense, le dire sans me tromper, vraiment tous les grands magasins du monde entier. Pas que d'Europe, tous se donnent un œil à Paris pendant les Market Week, tous. Si ce ne sont pas eux en vrai, ce sont via les bureaux d'achat qui existent encore. Donc Paris a quand même un maillage de retailers et d'opportunités retail très vaste, qui ne se limite pas à la boutique de prêt-à-porter qui vient acheter un tout petit peu de bijoux, c'est plus vaste que ça. Donc les délégations de gens que nous accueillons cherchent effectivement, je dirais, des parts de marché. Et c'est ce qu'on vend en fait. C'est pour pouvoir dire, OK, ben, on a une délégation d'un magasin hongkongais, section joaillerie, et c'est ça qu'on touche. Et là, ils sont nombreux à venir. Donc, on a ce potentiel d'acheteur qui peut être le premier public pour un Bijorka qui se reconstruit. La boutique de HBJO à Clermont-Ferrand ou à Nice ou je ne sais où, elle sera peut-être plus difficile à convaincre. Il va falloir aller la draguer, comme je dis souvent, entre guillemets. Il faut faire un travail de terrain qui est propice. Mais effectivement, on a quand même des grands groupes et les grands groupes, ça se travaille différemment, mais ils sont à Paris pendant les Market Week. Comment tu les fais venir? Mais ils viennent déjà. Et ils sont demandeurs. C'est eux qui, les premiers, nous ont dit qu'ils aimeraient bien avoir plus d'horlogerie, ils aimeraient bien avoir plus de bijoux précieux. Donc, ils viennent déjà. Nous, il faut qu'on qualifie et qu'on muscle l'offre. Et je dirais, le premier public sera là. Justement, ça arrive bien sur la question suivante qui était comment t'imagines le développement? Donc j'ai bien compris, il y a déjà le projet de l'horlogerie. Oui. Dans tes 3 espaces, donc Brillante Bijouterie et l'espace Element, comment tu vois le développement de ça? De maintenant jusqu'à ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou. Alors, moi, ce que j'ai quand même en leitmotiv, c'est l'internationalisation de Bijorka. D'accord? Internationaliser Bijorka, ça veut dire le faire vivre et le communiquer en dehors des frontières de la France. Ça, c'est hyper important. J'ai choisi un angle qui est d'aller voir, en tout cas, taper à la porte de mes soi-disant concurrents. Je suis allée voir le Milano Fashion Jewels. Et j'en ai vu d'autres, hein, mais lui, en tout cas, on a réussi le pari. Et j'ai invité le Milano Fashion Jewels à venir prendre un stand collectif, à venir faire de la publicité et de la communication sur notre salon Bijorka à Paris. En échange, ils ont fait la même. Ils ont invité Bijorka à venir prendre la parole sur leur Milano Fashion Jewels, qui a lieu 2 fois par an aussi, tout comme nous. Intéressant. Intéressant parce que nous, quand on parle à nos exposants, ils nous écoutent. Bah, eux, quand ils parlent aux leurs, ils les écoutent. Donc, ils ont parlé à leurs exposants italiens. Donc, ils ont amené 5, 10 créateurs sur la table, sur un stand collectif. Ils seront là aussi en janvier prochain. Ça sera la 3e fois qu'ils viennent. Ils nous amènent bien sûr une offre, je dirais plurielle, une offre donc qui ramène de la nouveauté pour nos acheteurs. Ils nous amènent du crédit aussi. C'est un salon qui compte dans l'écosystème du bijou. Et puis ça fait sérieux, quelque part, pour parler un petit peu simplement. Et surtout, ça donne aussi quelque chose qui est cher à mon cœur, c'est qu'il n'y a pas de compétition qui compte. Aujourd'hui, on collabore. Parce que c'est de cette collaboration que naît la meilleure je pense, des solutions et le meilleur des exemples. On ne prend pas nos exposants en otage. Il y a des exposants qui étaient sur le stand de Milano Fashion Jewels, au stand Bijorka. On les connaissait, ces exposants. On était très contents de les avoir, même si c'était pas sur un stand vendu par nous, peu importe. Ils étaient là et c'était ça qui comptait. Et de la même manière, nous sommes allés sur Milano Fashion Jewels à 2 reprises et on ira à une 3e reprise au mois de février avec des exposants français qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et qui sont venus avec nous sur notre stand collectif. Et les résultats sont forts. Et là, je peux dire ce qui s'est passé sur notre stand à Milano, puisque j'y étais. Les exposants italiens sont venus nous voir les uns derrière les autres en disant « Ah, mais Bijorka, je connais. J'ai exposé il y a 20 ans, il y a 25 ans. C'est vrai que je me posais la question. » Et donc, créer du dialogue. Donc, ma première idée, pour répondre à la question, parce que je n'oublie pas la question, ma première idée, c'est quand même l'internationalisation et c'est de trouver du partenariat. Parce que je pense que en accueillant, en étant un peu une plateforme d'accueil généreux pour nos amis étrangers, ça donne aussi de la visibilité à Bijorka chez eux. Mon offre, elle se développe
avec ces partenariats-là aussi, ils m'amènent des marques. Donc j'ai plusieurs, je dirais, scénarios dans le pipe. Je peux pas en parler là aujourd'hui parce que rien n'est signé. C'est une stratégie qui est chère à mon cœur. Et que tu vas démultiplier. Exactement. Et justement, encore une fois, tu précèdes ce que j'allais dire comme question, c'est que tu recentres à travers cette stratégie non seulement l'international, mais aussi la création. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai une très, très forte opinion de Paris. J'ai cette chance inouïe de voyager beaucoup, d'avoir fait le tour des popotes, comme je dis, pendant de nombreuses années. J'ai passé ma vie à voyager. Je passe encore beaucoup de temps. Quand on va en voyage, on emmène un bout de Paris avec nous, mais pas complètement. Les gens adorent venir à Paris. Et Paris, c'est une chance inouïe, moi, dont je ne me lasse pas et je capitalise dans tous mes discours sur Paris. Donc, bien sûr que Paris, c'est une place de création. Bien sûr que nos acheteurs et nos acteurs de l'écosystème mode en général, pas que bijoux, viennent rechercher cette inspiration qui est la French Touch, qui est la vision parisienne d'une mode un peu internationale. Et donc, du coup, ben, la création, elle sera toujours au cœur de nos prérogatives, tout le temps. Mais la création, je dirais, elle peut prendre plusieurs statuts. Elle peut prendre des statuts de forme créative forte, mais elle peut prendre aussi la forme d'un geste fort, d'une innovation. C'est de la création. Nos artisans sont ultra créatifs dans leur démarche et ultra visionnaires et puis ultra volontaires pour muter, pour évoluer, pour changer eux-mêmes. C'est hyper important de leur donner aussi cet axe de la parole. Moi, je me souviens que les pays étrangers, quand ils voulaient aider un créateur, ils lui payaient un stand au Bijorka. Mm. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je vois que tu viens de m'expliquer ta stratégie d'aller faire des échanges intersalons, comme ça tu les touches, et les internationaux et les créatifs. Est-ce que tu as une stratégie pour justement que ça revienne, cette idée de dire que Bijorka, c'est l'incontournable pour le monde entier et d'envoyer ses créateurs ici? C'est vrai qu'on a envie effectivement de booster la présence des créateurs internationaux sur le salon Bijorka. On a des agents à l'international, donc ils trouvent un peu des créateurs, mais on a envie de booster cette créativité et surtout de donner une posture à Bijorka. On aimerait que Bijorka devienne l'endroit où l'on découvre les talents de l'année. Sans minimiser ce qui se passe dans les salons, nos cousins germains que je citais tout à l'heure, il y a une place à prendre effectivement sur la création à Paris. Donc on a des projets dans le pipe qui vont sortir, je pense, en 2026 autour d'un concours dédié aux jeunes créateurs des écoles notamment. Et du coup, quelle est la proportion aujourd'hui chez Bijorka d'internationaux en termes de visiteurs comme en termes d'exposants? Alors aujourd'hui, les éditeurs de Bijorka sont à majorité aussi ceux de Who's Next. Donc on est sur un 50-50 environ d'internationaux. Après, si on s'adresse effectivement aux acheteurs français HBJ ou de Bijorka, c'est vrai qu'on est plus à 70% de Français. 25% de nos tickets d'entrée sont dédiés à Bijorka. C'est énorme. C'est assez significatif, donc ça, c'est cool. Donc évidemment, les exposants et les créateurs et l'espace Bibrillante, ils veulent des clients. C'est cool les visiteurs, mais ils veulent des clients. Ils veulent repartir avec des commandes. Le problème, c'est là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu peux les faire venir, mais est-ce que tu peux les faire acheter? Ah, les faire acheter, c'est vrai que c'est pas dans notre cahier des charges. Mais en revanche, je pense que ce qu'on a bien réussi dans nos salons, après, effectivement, je vais pas crâner, mais en tout cas, je pense que si nous n'avions pas été à l'écoute et dans l'observation du marché depuis tant d'années sur nos salons, divers et variés, nous ne serions plus en vie aujourd'hui. Parce que je pense que nous nous remettons en cause et que nous avons un sens de l'observation du marché qui est assez précis. Ça, c'est ma conviction. On le regarde, on interroge, on va sur le terrain. J'ai une stagiaire là qui m'a fait un état des lieux à Paris, des bijouteries, des grands magasins, de l'offre. J'ai un état des lieux assez précis de ce qui se vend et où ça se vend. Donc là, c'est pour répondre comment les faire acheter. Les faire acheter, c'est leur faire une belle sélection et leur donner envie. On peut arriver dans un salon avec une liste de courses, c'est-à-dire on peut avoir préparé son salon et se dire ah bah alors attends, j'ai besoin de la petite pampille ici, j'ai besoin de la bijou art déco. C'est parce que ça c'est les 100 ans, faut que j'ai ça dans. Et en fait, je vais visiter le salon et je vais passer de stand en stand et mes yeux ils vont adorer tout autre chose que ce que j'avais mis dans ma liste de courses. Donc nous, notre rôle, c'est de donner envie. C'est de faire la bonne sélection, c'est de faire le bon plan, c'est de faire le bon parcours client et c'est de créer de la mémoire avec de l'expérience. Parce que quand on reprend l'avion, le train, la voiture, que sais-je, le métro pour rentrer chez soi après avoir vu un salon, on se souvient de l'émotion qu'on a eue à écouter, à sentir, à vibrer. C'est ça qui reste en mémoire et qui nous donne envie de revenir la prochaine fois. Mais moi, 27, 26 ans après mon premier salon, honnêtement,
je vibre encore à plein d'endroits sur le salon. L'ADN WSN, c'est cette façon d'embarquer, je dirais, le client dans une ambiance, dans quelque chose qui est au-delà du produit et qui laisse trace. Bah, c'est ça notre manière de faire revenir le client. La joaillerie, c'est aussi tout un ensemble culturel. Donc, par exemple, des livres qui, quelquefois, sont aussi chers que des petites joailleries. Oui. Est-ce que, du coup, il y a l'idée chez toi de créer un ensemble culturel autour de la joaillerie pure, pas seulement de la bijouterie? C'est une très bonne question. Je te remercie de la poser parce qu'effectivement, oui, il y a cet endroit-là. Quand on a créé cet espace central, qui était en janvier 24, je crois, c'était mon premier geste envers le précieux. J'avais les écoles qui faisaient de la démo, j'avais une série de talks avec des gens passionnants et j'avais cette librairie. Et bien sûr que ça fait partie du package. Bien sûr qu'un salon, c'est un événement culturel. C'est ça que je dis tout à l'heure quand je te disais l'histoire compte énormément. La bibliothèque de l'histoire est nécessaire pour comprendre l'avenir. Donc, nous sommes un événement culturel, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a créé la place centrale de Bijorka. Cette année, le thème, c'est l'amour. Et on a effectivement à plusieurs endroits des choses qui symbolisent l'amour, plein de petites expériences qui vont ponctuer effectivement la visite avec des choses, des momentum qui peuvent être différenciants mais rattachés aux bijoux. Bijoux porte-bonheur, bijoux d'amour, bijoux d'amitié. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Je crois qu'on a bien fait le tour du Bijorka, mais je voudrais maintenant qu'on te connaisse un tout petit peu plus. Parce que tu diriges le Bijorka, mais également beaucoup d'autres salons pour WSN. Déjà, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et comment tu y es arrivé? C'est rigolo parce qu'effectivement, ça fait 26 ans que j'entame ma 27e année dans l'univers des salons. Alors moi, ce que j'aime effectivement, c'est les rencontres et au prisme de mon métier, ça le fait. On est la plateforme de rencontre entre des marques et des acheteurs. Donc ça répond totalement à ma personnalité. Maintenant, la mode fait partie de mon prisme. J'ai étudié la mode. Je ne suis pas arrivée par hasard. Je suis diplômée de l'université de la mode à Lyon. J'ai passé à l'époque, ça s'appelait un DVSS, maintenant ça s'appelle un master. Moi, je suis sortie parrainée par Issey Miyake. Au sortir de mon DVSS, effectivement, j'ai fait mon stage dans les salons et j'y suis restée. Mais avant ça, avant le DVSS, j'étais passionnée de mode depuis petit. Tout à l'heure, je parlais de ma grand-mère qui faisait des chapelets et mon autre grand-mère était couturière. Donc, j'étais un peu bénie des dieux. J'allais une fois chez l'un, une fois chez l'autre et j'étais immergée dans cette créativité, dans ce savoir-faire. Et donc, je me suis retrouvée au carrefour de la mode et du bijou dès ma plus tendre enfance. Et après, j'ai pas choisi effectivement le stylisme ou filière spécialisée dans la mode, ni dans le bijou, ni dans l'accessoire. J'ai fait des études dans l'informatique pour être un peu honnête. Et puis à 25 ans, par contre, après avoir bossé 5 ans, j'ai tout plaqué. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Donc j'ai ouvert ma boutique et je suis venue visiter mon premier salon. Who's Next, figure-toi. Et le premier Who's Next en 94, j'ai ouvert ma boutique et puis je vendais de la mode, du bijou et des accessoires. C'était à Saint-Étienne. Ça s'appelait la boutique des créateurs. Et pendant quelques années, j'ai fait ce métier-là. C'est là où je me suis diplômée. Et puis ensuite, je suis venue faire un autre métier qui est celui du salon. Donc, j'ai eu la chance en 99 d'arriver sur le salon première classe et d'être mise dans tout de suite, la fosse de l'international, la fosse du multi-accessoire, la fosse des créateurs. On part toujours en plus from scratch. Tu vois pas le temps passer en fait. Et à force de pas voir le temps passer, ça fait 27 ans. Et dans mon quotidien, effectivement, ma mission a changé. Bien sûr que je ne suis plus à la vente des stands d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais du développement international. Bijorka en est l'exemple. Quand je te parlais de ce développement avec des partenariats, avec les autres salons, etc., c'est ça le développement international. C'est voir un peu plus grand, un peu plus haut, avec un petit peu plus de recul et mettre finalement WSN au cœur des prérogatives, au cœur de nos arguments commerciaux auprès de partenaires internationaux qui ont besoin de sécurité. Eux, tu leur vends pas un petit stand, tu leur vends un projet dans sa globalité. Donc aujourd'hui, mon job, c'est vraiment de vendre des projets dans leur globalité, que ça soit pour Bijorka, mais aussi pour Première Classe, que j'ai aussi la chance de diriger dans son offre. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et de prêcher la bonne parole et dire, voilà, venez, on vous accueille. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments ou des personnes clés? Oui, il y a eu des personnes clés. Je profite là de ce micro que tu me tends pour remercier Xavier Clergerie et Bertrand Fouache et Patricia Lerat qui, en 99, m'ont donné une chance
Voilà, moi j'arrivais de ma province, j'étais et j'avais pas de réseau, pas le réseau parisien. Ils m'ont donné les rênes d'un salon qui s'appelle Première Classe, immensément réputé, avant moi. Je remercie aussi Frédéric Moss, parce que Frédéric Moss qui dirige, le groupe WSN me fait confiance aussi. À ses côtés, on construit des jolis projets, voilà, ça c'est des personnes effectivement que j'ai envie de remercier et puis franchement, je remercie mon conjoint. Parce que faire ce métier, c'est se donner à ce métier, faire le tour du monde. Et mon conjoint, il a été mon premier fan et mon premier support, et il l'est toujours. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et c'est vraiment l'histoire de ma carrière dans les salons. Elle est très liée à mon conjoint, que je remercie là, donc au bout du micro, parce que il faut être hyper bien outillé à côté pour pouvoir déployer ces efforts-là. Dans ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus marquant, le plus difficile? Il y a eu des moments dans la société qui ont été durs à aborder. Donc on a vécu septembre 2001, on a vécu la crise de 2008, on a vécu 2013 aussi, une autre crise, et on a vécu ce qui, moi, a été, je pense, le plus dur à vivre, c'est 2015. Les attaques de 2015 ont laissé une cicatrice qui est relativement ouverte encore. Elles ont changé le profil de nos événements à Paris. Elles nous ont enlevé l'insouciance. Ça a changé la voie de l'événementiel. Et même le Covid, il a eu voilà, cet aspect impactant de nous mettre en danger, voilà, de nous fragiliser. À partir du moment où on a tombé les masques, il a effacé sa trace. Les attaques de 2015, ça a été un peu plus dur. Et c'est surtout, on a douté des autres. Personnellement, j'y pense souvent. Donc, quand tu me poses la question, qu'est-ce que c'est le fait marquant pour moi, c'est ça. Dans les salons, ça a changé beaucoup de choses techniquement, concrètement. Bien sûr, bah, techniquement, on a changé. Il y a eu énormément, effectivement, de normes de sécurité qui sont arrivées, le contrôle de tout. Ça fait partie maintenant de notre vocabulaire et de notre quotidien. Mais un salon, bien évidemment, c'est ultra contrôlé. Est-ce que le Bijorka t'a donné le goût du bijou? Ah! Ouais, le Bijorka m'a donné le goût du bijou et tous les salons de bijoux que je visite me donnent le goût du bijou. J'achète énormément de livres sur le bijou, je me passionne. J'ai appris la mode, j'ai moins appris le bijou, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et je m'y emploie, vraiment, en fait, le bijou, il brille, je fais pas de jeu de mots, mais il brille par sa permanence. Il plaît à tout le monde. Moi, j'ai une fille de 16 ans, elle a du bijou, elle regarde les bijoux, tout a un sens, tout. En plus de là, on parle beaucoup de transmission. Là, tu vois, je porte des petites ailes qu'une amie passionnée d'antiquité m'a offert il y a 2 jours. Donc elle me racontait l'histoire et ça, c'est fort, c'est de l'émotion pure et le bijou, c'est ça. C'est pour ça que je porte énormément d'espoir dans la reconstruction d'un Bijorka, pas à l'identique du passé. Je nourris la possibilité de le réinventer et j'y crois. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite? Ah, ça, c'est hyper drôle. Bien sûr, hein, je me vois pas vieillir, donc mes projets, ils sont identiques à il y a 15 ans, hein, il y a aucun problème. Mais je suis habitée par la mode, par la création. Bijorka, je le prends à cœur. Je le dis à Valérie Dassa, à Émilie, enfin, aux membres de Bossy, elles le savent. Je travaille ce salon comme si c'était le mien. J'ai ce côté jusque-boutiste. Je me missionne automatiquement. Essayer de décrocher la lune, même si je sais qu'on n'arrivera jamais sur la lune, mais il faut en prendre le chemin. Je suis en charge aussi pour WSN des agents extérieurs, des gens qui travaillent sur les territoires comme la Turquie, l'Inde, etc. Me prendre passion pour aussi les coacher, pour toujours effectivement apporter le bon mot, le bon discours, adapté à leur civilisation, aux gens qu'ils ont en face d'eux. Donc mettre Bijorka au service des cultures internationales, c'est une passion. Ma dernière question, promis. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait marcher sur tes traces? Ah, bah, c'est une très bonne question. J'ai une fille de 16 ans, je te le répète, et la jeune femme qui veut marcher sur mes traces, forcément, il y a un peu de ça dans ma fille. Eh bien, je lui dis d'aiguiser sa curiosité, son sens de l'observation et on va dire d'éveiller ses consciences. Et je parle au pluriel parce que pour moi, c'est s'intéresser à plein de choses. Et en s'intéressant à plein de choses, tu trouves ce qui t'intéresse le plus. Donc j'essaie énormément, d'éveiller ma fille à tout ça, pour qu'elle trouve son chemin. Moi, la mode, encore une fois, elle m'est tombée dessus parce que j'avais 2 grands-mères qui m'ont montré le chemin et qui m'ont immergée dans des tonnes de tissus à gauche et des tonnes de perles à droite. Je me suis mise, à coudre pour les poupées au départ et je me souviens qu'en seconde, je vendais des petits bijoux avec des perles de cristal à mes copines et j'ai encore ma boîte avec ma pince à chapelet, mes fils d'argent, mes fils
d'or et mes perles en cristal et en bois magnifique. J'ai toujours ça. Ça m'a jamais quitté parce qu'effectivement, c'est dans mon objet fétiche, ça fait partie de moi. J'ai jamais oublié. Et ma fille, ben voilà, j'essaie de faire pareil. Alors, je fais pas de chapelet, je fais beaucoup moins de couture qu'avant, mais je collectionne tout autant les choses et avec passion. Donc, je l'emmène beaucoup sur des salons, sur des rencontres, sur des expositions. Éveiller les consciences, c'est un art. Hein. Le conseil que je donnerais, j'ai été sondée par une jeune femme de 18 ans qui me dit, je veux faire de l'événementiel. Ben déjà, sois bénévole quelque part pour aller voir ce qui se cache toujours côté coulisses. Parce que nous, l'événementiel, il est côté coulisses. Moi, je suis une femme de l'ombre. Et c'est une place que j'aime beaucoup avoir parce qu'effectivement, la scène, c'est pour les autres, c'est pour les créateurs même. Donc voilà, moi, pour la jeune fille, je dis quoi? Sois curieuse, va tenter ta chance avec l'autre. Quand j'emmène ma fille sur un salon du minéral, ben, quand je vois ses yeux, il se passe un truc. Et j'aurais pas pu lui donner ça. Faut qu'elle le voie de par ses yeux. Donc, faut sortir, faut s'informer. Se former est toujours très possible aujourd'hui. Eh bien, merci Sylvie. Merci Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.